Bienvenue sur Fil Horizon. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue récemment et aussi le sujet du détachement émotionnel et de la coupure émotionnelle. Si quelqu'un vous a affirmé récemment qu'il ne ressentait plus rien ou ne ressentait tout simplement rien pour vous, il se peut que vous trouviez dans ce podcast quelques éléments de réponse. Ceci me rappelle que vers la fin de l'adolescence, ma meilleure amie que j'adorais m'avait demandé ce que je ressentais exactement pour elle. Souhaitant me conformer à l'exercice et lui répondre le plus sincèrement possible, j'essaye de me connecter à ce que je ressens et donc avec une grande maladresse, je lui dis tout simplement que je ne ressens rien. En plus, à cet âge-là, je suis dans l'incapacité d'élaborer, de nuancer, d'analyser. Je lui dis platement que je ressens de l'indifférence. Il n'y avait aucun enjeu affectif entre nous, donc je n'avais aucune raison de me protéger de quoi que ce soit. C'était juste la vérification de mon état émotionnel qui apportait cette réponse-là. Alors, l'expérience que je vais vous partager, elle se produit avec une amie plus récente, une amie que j'ai rencontrée il y a maintenant 2-3 ans. Elle me contacte un samedi alors que je suis en train de travailler pour pouvoir se voir. Et je me dis oui, c'est vrai que nous sommes samedi, je pourrais peut-être juste envisager de faire une mini-pause. Comme elle n'avait pas encore mangé, je lui prépare à manger. Moi, j'avais déjà déjeuné. Pendant 1h30 où elle était chez moi, elle regardait allègrement son téléphone et répondait à ses messages en même temps. Arrive un message de son ex-mari avec lequel elle a une garde alternée qui se passe pas très bien. Elle répond à ses messages, elle commence à s'emballer, à s'énerver, à le critiquer et donc à ce moment-là, je pose tout simplement une question pour essayer de comprendre parce que je ne comprends même pas ce qu'elle dit tellement qu'elle est en train de monologuer depuis le départ. C'est-à-dire que pour moi, elle n'est même pas présente avec moi, elle est juste dans sa vie, dans son mental, dans sa tête à elle et elle m'adresse ses pensées à voix haute, ce qui est différent que de partager un moment ensemble. Et cela, c'est une subtilité au niveau de la communication dont peu de gens prennent conscience. Être en train de penser sa vie à l'intérieur de sa tête et le dire à voix haute à quelqu'un d'autre est tout à fait différent que de partager quelque chose à quelqu'un d'autre. La plupart du temps, la communication exprime deux monologues qui ne se rencontrent pas. Pour qu'il y ait véritablement rencontre entre des individus, je pense qu'il faut quand même au préalable une reconnaissance de qui est l'autre. Et pas juste le prendre pour un réceptacle ou un terminal pour notre communication. Ensuite, lorsque la communication est accordée l'un à l'autre, la relation peut alors grandir. Alors que j'essaye de comprendre ce qui arrive à mon amie en lui posant une question, donc j'essaye de me mettre en lien avec elle pour la comprendre, elle me répond enragée, non mais tu vas pas en plus prendre sa défense en parlant de son ex-mari. Donc, techniquement, je suis venue perturber son monologue. 1h30 était passée depuis qu'elle était arrivée et donc je lui dis tout simplement que je ne me sens pas du tout concernée par ce qu'elle me raconte à propos de ce que son ex-mari va faire ou pas bien faire à propos de la garde de leur enfant et que donc je vais tout simplement me remettre à travailler. Je prends néanmoins la peine et le temps de lui expliquer que c'est un peu curieux pour moi parce que elle me propose de se voir, elle passe chez moi et finalement je ne ressens pas qu'elle soit véritablement présente. Elle s'en veut, elle s'excuse et donc je la prends dans mes bras et nous terminons notre rendez-vous comme cela. Elle repart de chez moi directement avec les yeux complètement exorbités. Elle ne comprend pas ce qui vient de se passer. En 1, 2, 3, je l'ai mise à la porte. Je ne me sentais pas super bien avec cet état de fait, mais je n'avais pas envie de supporter le fait qu'elle vienne chez moi, qu'elle se mette à m'engueuler alors que je lui pose tout simplement une question alors qu'elle parle toute seule.
Et aussi, j'avais besoin de passer mon samedi autrement que de cette façon-là. La lecture et l'analyse la plus classique et la plus courante, c'est de voir que le profil de mon ami est un profil dépendant. Dans l'ensemble de mon entourage, je suis la personne la plus extrême à ne pas chercher de contact et cette amie est la plus extrême à rechercher le contact. Je suis plutôt le genre à scruter le moindre indice qui empiéterait sur ma liberté et elle est plutôt à scruter le moindre signe d'abandon. Ce jour-là, elle avait besoin de contact et donc elle avait besoin qu'on se voit. Mais pendant qu'on se voit, comme elle est dépendante de son téléphone, elle ne peut pas ne pas réagir aux messages entrants. Et donc la lecture la plus simple de cette situation est de considérer que, étant donné que je suis la personne déconnectée de mes émotions, je l'ai tout simplement mise à la porte. Et donc ici, je trouverais ça intéressant d'avoir une seconde lecture depuis le regard du contre-dépendant, de l'évitant ou du fuyant. Certes, moi je ne suis pas connectée à mes émotions, mais je suis là et j'ai en face de moi quelqu'un qui est totalement dans ses émotions mais qui n'est pas là. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est de voir cette systémie entre l'évitant et le dépendant. Sans rentrer dans de grandes théories puisque j'ai déjà traité le sujet anxieux évitant, j'aimerais ici tout simplement vous partager la mécanique intérieure chez moi lorsque je refuse de rentrer dans les états émotionnels d'autrui et lorsque je fuis ce genre de situation et même la relation. Je peux vous l'analyser puisque j'en ai conscience, ce qui ne sera pas le cas de tous les évitants. En général, tout cet enchaînement de faits se produit dans l'inconscience totale. Cet exemple est intéressant pour moi à plus d'un titre puisqu'il se passe sur le plan amical et donc c'est moins intense que sur le plan amoureux et donc l'image me semble plus ralentie et donc j'ai plus facile à mettre de la conscience dessus. Déjà, je peux vous dire que cette situation, si elle s'était produite dans la vingtaine, eh bien peut-être que je n'aurais rien dit. J'aurais laissé mon ami déborder émotionnellement chez moi, sur moi, sans oser réagir et puis peut-être que j'aurais cessé de la fréquenter. Dans la trentaine, eh bien, je lui aurais sans doute tout simplement dit que voilà, désolé, je vais devoir me remettre à travailler, donc juste la moitié de la vérité. Si quelqu'un a déjà utilisé le prétexte du travail pour se mettre en retrait de la relation, vous voyez très bien de quoi je parle. Dans la quarantaine, eh bien, ce qui est sorti tel quel, tel que je voulais partager. Bien sûr, au moment où je vois que mon ami s'emballe dans ses émotions, c'est là qu'il va se passer quelque chose à l'intérieur de moi qui va déclencher tout ce processus, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de contamination émotionnelle avec laquelle je ne suis pas en accord et qui me met très mal à l'aise et donc je vais ressentir le besoin d'y réagir. Lorsque j'étais plus immature et plus inconsciente, eh bien, je me serais départie de la situation par une pirouette ou en disant tout et n'importe quoi, voire en mentant, pourvu que cesse le contact avec l'énergie qui me perturbe. Là, j'ai pu le dire, j'ai pu affronter la situation et exposer mon opinion. Mais à une autre époque, eh bien, cela aurait donné une toute autre résultante, c'est-à-dire que une fois mon ami parti, eh bien, je l'aurais diabolisé et cela aurait justifié une nécessité de ne plus la fréquenter. Et là, on comprend que le fait de diaboliser l'autre est tout simplement lié à une incapacité de ressentir et de dire ce qui se passe. Une fois qu'on arrive à faire cela, eh bien, il n'y a plus besoin véritablement de lâcher la relation, lâcher le lien. Voilà, ce que j'essaye de vous dépeindre ici, c'est que lorsque quelqu'un lâche justement ce lien, il y a une systémie à observer. Je ne crois pas à l'hypothèse de la personne évitante qui a un si gros trouble de la personnalité qui fait ça juste gratuitement. Pour moi, il y a toujours un stimulus en amont
et c'est cela qui est intéressant d'aller regarder. Par exemple, chez moi, un des déclencheurs les plus courants est la contamination émotionnelle. Pourquoi l'usage du mensonge? Tout simplement pour ne pas blesser l'autre personne. Ici, j'ai dit les choses telles quelles et j'ai vu à quel point mon ami était choqué de la façon dont cela s'était passé. Je vous avoue que ce que j'ai ressenti en termes de colère de son côté et qui ne m'était pas adressé en réalité, eh bien cela m'a tellement affecté que je n'ai pas trouvé d'autre issue que d'y mettre un terme à ce rendez-vous et de le lui dire. Une amie en commun m'a fait remarquer que j'avais très bien réagi parce qu'il était temps que notre amie se rende compte de son comportement. Alors il est possible que j'ai pu la réveiller à ce sujet-là, mais notez bien qu'il s'agit d'un effet secondaire, ce n'est pas intentionnel de ma part. Ceci pour pondérer un peu la croyance selon laquelle l'évitant serait un éveilleur de conscience. C'est la relation et ce que vous en faites qui vous fait grandir, pas l'évitant. Alors maintenant que le décor est planté et que vous voyez bien la valse qui se joue entre nous deux, je vais vous demander de faire un petit exercice qui est de prendre un peu de hauteur. Faire totalement abstraction de cet exemple-ci, car la situation peut concerner tellement d'autres exemples, pour vous apercevoir que ce sont simplement des mécanismes qui rentrent en jeu. Et donc, les mécanismes sont pour moi exactement les mêmes, sauf qu'ils vont dans des directions opposées. Pour moi, un mécanisme est un mécanisme, et donc il n'y a pas à juger. Que ce soit la personne qui va rechercher compulsivement du contact ou celle qui l'évite, c'est la même chose. Néanmoins, la recherche de contact passe beaucoup mieux en société que l'évitement du contact. Et donc, dès lors qu'on voit cela simplement comme des mécanismes, il n'est plus question d'aller regarder l'autre comme un ennemi. Il serait plutôt question d'entrevoir qu'il se passe quelque chose, une opportunité pour nous faire grandir. C'est la relation avec son mouvement, donc la valse, qu'il sera intéressant d'observer. Et que ce soit dans le cadre amical ou amoureux, on peut maintenant comprendre aisément que la vie, l'énergie qui nous traverse induit un mouvement qui en induit un autre et qu'il va falloir apprendre à valser de façon plus harmonieuse sans se marcher sur les pieds. Et donc lorsque l'un des deux exprime le fait que ses sentiments ont changé ou ont disparu, eh bien d'après moi, il ne parle là que du symptôme. Et donc il va falloir aller explorer pour enquêter sur la cause. Le symptôme est le détachement émotionnel. Mais quelle est la cause ? La toute première étape nécessaire pour moi, c'est de faire un retour à soi. Se recentrer pour s'occuper de son propre ressenti à cet instant-là parce qu'il risque de ne pas être agréable du tout. Cela me paraît peu probable de mener un échange dans un état raisonnable si on ne s'occupe pas avant tout de ses propres émotions. Bien souvent, lorsqu'on est dépendant dans le relationnel, eh bien, notre premier réflexe, comme un premier réflexe de survie, sera de ne pas vouloir entendre, de ne pas vouloir accepter ce qui est dit. Or, lorsqu'on a pris soin au préalable de ses émotions, on peut alors être à l'écoute de ce qui se passe et aussi créer un espace sécure de parole où on pourra alors échanger sur la nature de ce qui se passe exactement. Quelqu'un qui nous dit qu'il ne ressent plus rien, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas le genre de discussion qu'on va pouvoir mener à bien juste en le contredisant, ni même par une rhétorique efficace. La personne est en train de livrer un message fort et donc la seule réponse qui me paraît importante dans ces moments-là à appliquer, c'est une présence juste. Même si il ou elle a pu vous rassurer sur le fait que ce n'était pas vous,
eh bien, je peux vous assurer qu'il y avait un élément déclencheur. Ici, il n'est pas question de désigner un fautif, mais de voir qu'il y a un angle mort dans la relation que aucun des deux ne perçoit. Ensuite, lorsqu'on est dans la douleur d'être touché par un tel message qui est un tsunami émotionnel, on a de façon légitime du mal à être tout à fait objectif. On est dans ces moments-là sous l'emprise de la peur, de la colère, de la douleur. Il me paraît difficile d'avoir un échange constructif. Un autre sacré angle mort dans ces moments-là, c'est qu'on ne voit pas l'autre tel qu'il est. On aura tendance à surinterpréter ce qu'il dit ou à lui coller des étiquettes à la tête. Afin de mieux appréhender ce qu'est la présence juste et aussi ce que pourrait être un angle mort pour chacun, puisqu'il est différent pour chacun, je ne peux pas élaborer ici tous les angles morts possibles. Je redémarre une série d'ateliers en ligne, comme d'habitude le dimanche après-midi. N'hésitez pas à m'écrire pour plus d'informations ou pour vous inscrire tout simplement. Nous verrons notamment ensemble comment se départir de ce schéma relationnel, que ce soit pour l'évitant ou pour son ou sa partenaire. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner pour plus de podcasts. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt.